Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau volet de Penser la police, je vais vous parler du rôle de cette dernière. Au fond, à quoi servent les forces de police? Quel est leur but? Quelle est leur raison d'exister? Quels sont les objectifs qu'on peut lui assigner? Euh, je vais, dans cet épisode, me focaliser sur la police de sécurité quotidienne, la police de sécurité publique. Il y a très schématiquement trois types de police. Il y a la police d'investigation, qui est là pour enquêter quand une infraction est commise et ensuite remettre l'auteur ou les auteurs de l'infraction à la justice. Il y a la police de souveraineté ou de sécurité nationale, peu importe comment on l'appelle, hein, c'est le volet qui concerne la sécurité des institutions. On protège les frontières, on protège les membres du gouvernement, on fait du renseignement, donc on contribue à la sécurité de l'État. Et donc le troisième volet, la troisième dimension de la police, le troisième rôle, c'est la troisième fonction plutôt, c'est la police de sécurité quotidienne ou de sécurité publique. En gros, ce sont des policiers que vous voyez au quotidien, qui patrouillent dans nos rues, qui prennent nos plaintes, qui sont là pour intervenir quand nous composons le 17 parce que nous assistons à une infraction, à la commission d'une infraction, nous sommes témoins ou d'ailleurs victimes de quelque chose. Ce questionnement du rôle de la police, il a traversé tout le monde occidental. Hein, c'est quelque chose qui concerne au fond toutes nos sociétés démocratiques. Au fond, à quoi sert cette institution régalienne qui a de très forts pouvoirs de contrainte et qui bien entendu est financée par l'argent de la collectivité. Je vais avant tout me concentrer sur les États-Unis. Je parlerai bien entendu du cas français, je le mentionnerai à la fin, pour finalement mettre en perspective tout ce que j'aurais dit sur les États-Unis, sur l'histoire des polices américaines. Faire un très très bref historique, les polices américaines émergent à peu près au milieu du 19e siècle, dans des villes comme Boston, New York ou Philadelphie. Et vous l'aurez compris, j'utilise le mot police au pluriel. Je dis les polices américaines, parce qu'il y a aux États-Unis quelque chose comme 18 000 services de police différents, dont l'écrasante majorité constituée de polices locales, de polices qui sont essentiellement à l'échelle de la municipalité ou éventuellement du comté. Les services fédéraux sont évidemment beaucoup moins nombreux, hein, ils sont à peine quelques dizaines, et tout ceci pour dire que la police du quotidien, celle que j'ai évoquée au tout début de cette vidéo, elle est assurée par ces polices locales. La patrouille de proximité, la patrouille, qu'elle soit faite à pied, à vélo ou en voiture, elle est menée par la police de la ville, le shérif du comté, donc ces polices locales qui sont, encore une fois, extrêmement nombreuses. Donc je vous l'ai dit à l'instant, leur création, elle remonte à grosso modo un siècle et demi. Alors, avec bien sûr un étalement dans le temps en fonction des lieux. Ça a commencé sur la côte Est, et puis ensuite c'est quelque chose qui s'est généralisé dans le reste du pays. Si je simplifie la chose et que je vous décris le fonctionnement de ces services de police locaux il y a de cela un peu plus d'un siècle, mettons au début du XXe siècle, ce sont des polices qui sont très peu professionnalisées, donc peu formées, euh, dont le recrutement est essentiellement politique. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas, on va dire, une procédure de recrutement qui serait neutre. Au fond, vous êtes recruté au bon vouloir du maire, encore une fois, ce sont des polices municipales, euh, globalement en fonction de votre alignement politique. Le problème de ça, c'est bien évidemment la corruption. Le problème de ça, c'est que ces polices-là, elles sont d'abord et avant tout au service du pouvoir politique local. Elles sont peu honnêtes, elles sont mal formées, voire pas du tout formées, et leur efficacité sera qualifiée de toute relative. On y reviendra dans un instant et on parlera de ce qui, au fond, justement, constitue ou définit l'efficacité d'une police. Donc, je vous le disais, des polices peu professionnalisées, peu formées, et puis aussi des polices qui fonctionnent de manière, comment vous dire, un petit peu artisanale. Donc on a des policiers qui circulent à pied sur des tout petits périmètres, qui sont rattachés à des postes de police locaux, hein, parce que y a pas de radio, il n'y a pas de téléphone, et avec une supervision de la hiérarchie qui est très faible, voire inexistante. Le policier, il est
Il est à pied avec sa matraque, et puis il sillonne les rues, il connaît tout le monde, et puis il a un pouvoir discrétionnaire qui est à peu près infini. Ce qui pose un certain nombre de difficultés, notamment parce que, du fait de l'absence de cette supervision et de ce contact quotidien de proximité qu'il a avec la population, les commerçants, forcément cela ouvre la porte au favoritisme, et puis ça ouvre la porte aussi à une forme d'arbitraire, et bien entendu aussi de corruption. Un tournant s'opère il y a environ un siècle, notamment peut-être de l'intervention, de l'existence d'un monsieur qui s'appelait Auguste Vollmer, qui était le chef de la police de Berkeley, en Californie. Il va rationaliser le recrutement, il va rationaliser la formation, il va instaurer des normes de discipline qui sont assez strictes, et aussi et surtout, il va dépolitiser l'activité de police. L'activité de police, c'est une activité de techniciens, de spécialistes, de gens qui doivent donc être le plus à l'abri possible de toute influence extérieure. L'exemple typique, c'est le fait de muter les policiers le plus fréquemment possible. Ce modèle professionnel de police, il a été fortement aidé par l'invention du téléphone, de la radio et de la voiture. La voiture, pourquoi? Parce que ça permet de couvrir des périmètres plus grands, plus importants, et aussi d'intervenir plus vite, d'aller d'un point A à un point B plus rapidement. La patrouille pédestre apparaît donc de plus en plus obsolète et de moins en moins adaptée à des environnements urbains qui sont en expansion. La radio, parce que du coup, la hiérarchie peut transmettre des ordres aux effectifs qui sont sur le terrain. Il y a une communication directe qui s'établit pendant que les policiers de voie publique sont en vacation et effectuent leur patrouille. Et le téléphone enfin, parce que la population peut désormais solliciter la police directement. Et la police devient un service d'urgence qui intervient sur demande, ce qui nécessairement modifie sa nature. Et donc, dans le sillage, enfin ou plutôt du fait de l'instauration de ce modèle professionnel de police, et c'est d'ailleurs l'un des objectifs, la police devient de plus en plus une bureaucratie au fonctionnement rationalisé. J'utilise pas le terme bureaucratie au sens péjoratif du terme, bureaucratie au sens où c'est une organisation hiérarchisée, structurée, avec des procédures, et dont la fonction première est d'appliquer la loi. Et c'est là où je voulais en venir, et c'est là au fond, le cœur de cette discussion, de cette présentation sur le rôle de la police. Selon cette philosophie policière, le rôle des forces de l'ordre, et le rôle notamment des policiers de sécurité quotidienne, c'est d'appliquer la loi. La police, elle est là pour appliquer des lois, appliquer des procédures, en ayant la plus petite marge d'appréciation possible. Et de ce fait, une bonne police, c'est une police qui arrête, c'est une police qui interpelle. C'est un peu ça le mandat qui est donné, et c'est aussi une police qui intervient le plus vite possible en cas d'infraction. Le souci de ce modèle, c'est qu'il comporte des effets pervers. Effet pervers numéro 1, c'est que la police, elle se focalise sur des indicateurs et sur des modes d'action qui ne sont pas forcément les plus pertinents et les plus utiles du point de vue du bien-être social, du point de vue de la population. L'exemple typique, c'est la provocation à l'infraction. C'est de mettre, par exemple, dans la rue, un policier qui va se faire passer pour un dealer de drogue, et puis, on interpelle la personne qui va s'adresser à ce dealer, enfin ce pseudo-dealer, pour lui acheter des stupéfiants. En substance, les policiers fabriquent, contribuent en fait, à ce que se produisent des infractions qui n'auraient peut-être pas eu lieu sinon. Et donc, au final, quel est le bien-être social? Quel est le problème résolu quand vous avez fait ce genre d'actions qui sont en quelque sorte des prophéties ou des actions autoréalisatrices qui ne servent qu'à alimenter les statistiques policières. Voilà, à la fin, ça permet de dire que on a arrêté des gens, qu'on a donc rempli le mandat qui est donné à la police, mais au final, on n'a résolu aucun problème, on n'a pas rendu le quotidien des citoyens meilleur. Deuxième problème, et pas des moindres, c'est que cela tend la relation avec les populations. Pour une police qui est uniquement axée sur de la répression, sur de l'intervention, avec, dans certaines villes, comme Los Angeles, une insistance très très forte sur la performance physique du policier, sur le fait que le policier est un individu un peu en guerre contre la criminalité, vous allez nécessairement créer une culture policière qui est plutôt dans la confrontation et dans l'intervention, et en retour, une perception auprès de la population
certaines parties de la population qui est extrêmement négatif. C'est là que vient bien entendu la question raciale. Ces interventions musclées dont je parle, elles sont opérées principalement à l'encontre de personnes issues des minorités afro-américaines et hispaniques. Et c'est ça qui va conduire dans les années 60 à tous ces épisodes émeutiers qui ont connu de nombreuses villes américaines, Los Angeles, Détroit et bien d'autres, et qui montrent que, au fond, ce modèle-là, il a tendance à créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Et ce d'autant plus que, dans les années qui suivent, notamment à partir des années 70, on assiste à une courbe, à une augmentation très importante de la courbe de la criminalité aux États-Unis. La délinquance violente, les crimes violents, tout ce qui est homicide, agression notamment, part en flèche. Une étude qui a été menée dans la première moitié des années 80 a montré que le schéma l'idée selon laquelle si on intervient le plus vite possible lors d'un appel d'urgence, on augmente les chances d'interpeller quelqu'un et donc on fait baisser la criminalité, est fausse. Ça ne marche pas comme ça, parce que tout simplement, on arrive à attraper quelqu'un en flagrant délit que dans 3% des interventions. D'autres études ont montré que la patrouille aléatoire en voiture, basée sur l'idée que plus on met de la présence visible sur la voie publique, plus on a de véhicules qui circulent dans la rue, plus on fait baisser la criminalité. Cette hypothèse-là, ce présupposé-là plutôt, a été invalidé par une recherche qui a été menée au début des années 70 à Kansas City. Donc, on assiste à l'émergence, à partir des années 70, sous, on va dire, l'impulsion de chefs de police innovateurs, mais aussi d'universitaires, et il faut souligner le rôle très très important qu'ont joué les chercheurs aux États-Unis sur les réformes policières, de modèles alternatifs qu'on peut placer sous le terme générique de community policing, ou police communautaire, mais dans le cadre français, et j'y reviendrai dans un instant, on parle plutôt de police de proximité, comme vous le savez. Le terme police communautaire n'étant pas forcément adapté à notre contexte. Donc c'est quoi la police communautaire, ou plutôt le community policing? C'est déjà l'idée selon laquelle le rôle de la police, ça n'est pas d'appliquer la loi. Enfin, c'est l'un des rôles, mais ça n'est pas le rôle essentiel. Le rôle essentiel de la police, c'est de résoudre des problèmes, c'est de rassurer la population, c'est d'assurer une forme d'ordre et de cohésion dans son territoire de compétence. Donc, on va utiliser d'autres outils de travail que seulement la patrouille véhiculée et l'interpellation. La patrouille pédestre devient une des clés de ces stratégies, parce que ça permet le contact direct avec les gens, parce que ça permet à la population de connaître sa police, et réciproquement, donc d'établir un contact plus fluide, en fait, entre population et force de l'ordre. On établit des partenariats entre la police et puis d'autres acteurs qui ne sont pas policiers, parce que sur certains problèmes de tranquillité, de sécurité quotidienne, de salubrité, on a besoin de l'appui des services de la voirie, de l'école, de la société de transport. Bref, en fait, il y a beaucoup de problèmes qui sont assez transversaux, qui sont des problèmes qui touchent plusieurs services publics, et aussi parfois des organisations privées. Et donc, il faut mener une action coordonnée entre ces différents acteurs. La police ne doit pas être un acteur complètement isolé, en fait, dans la lutte contre l'insécurité et pour la tranquillité. En outre, il convient d'utiliser d'autres indicateurs de mesure, d'autres instruments pour on va dire vérifier l'efficacité de la police que le nombre d'interpellations, le nombre d'affaires élucidées. Il y a d'autres manières en fait de mesurer l'action policière. C'est est-ce qu'on a résolu tel ou tel problème qui se posait à tel endroit? Est-ce que la population elle est satisfaite de ce qu'on fait? Est-ce que le sentiment d'insécurité a baissé? Est-ce que les enquêtes de victimisation aussi montrent que la situation s'est améliorée? Bref, là aussi, il faut utiliser une palette beaucoup plus diversifiée d'instruments pour évaluer l'action policière. Et donc, ça, c'est une
une transition qui a été assez massive aux États-Unis, à partir des années 80-90. Beaucoup de services de police se sont convertis à cette philosophie policière. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'idéaliser la situation américaine. Tout le monde sait que c'est un pays où la police, globalement, tue beaucoup plus de gens que ça n'est le cas en Europe. Taux d'homicide aux États-Unis qui est, d'une façon générale, qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on connaît en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, bref, dans nos sociétés d'Europe de l'Ouest. Mais tout ceci pour dire qu'il y a eu un effort, en tout cas, de réflexion et de transformation qui a été assez important, qui n'a pas toujours été couronné de succès. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, 18 000 services de police différents, et donc vous pouvez avoir des succès à certains endroits, des échecs complets dans d'autres. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est véritablement cette espèce de débat, de mouvement de balancier entre deux conceptions de la police. L'une qui consiste à dire on doit appliquer la loi, on doit appliquer des procédures, et finalement on n'a pas tellement à réfléchir sur ce qu'est notre rôle social. Et un autre modèle qui est plus dans la résolution de problèmes, la prévention, la proximité, et qui consiste à dire que le rôle du policier dans la société, il est un peu plus large que la fonction simplement répressive. Bien entendu, ce sont des débats qui n'ont pas épargné la France, et je terminerai là-dessus. En France, on a une police qui est historiquement au service de l'État. Une police centralisée, enfin on a deux grands services de police nationaux en France, la police nationale et la gendarmerie nationale. C'est la police nationale qui travaille dans les milieux urbains. Et traditionnellement, les priorités de nos services nationaux de police étaient plutôt la préservation, la protection des institutions, la lutte contre le terrorisme, le contre-espionnage, la lutte aussi contre le grand bandisme. Alors là, c'est pas protection de l'État en tant que tel, mais on est plutôt sur des grandes affaires criminelles, un peu, voire beaucoup, au détriment de la sécurité quotidienne et de la relation police-population. C'est quelque chose qui a plutôt été négligé pendant très longtemps, et c'est une réflexion qui a commencé à être menée à la fin des années 70, au début des années 80. Au début des années 80, notamment, on a les premiers épisodes émeutiers dans les banlieues françaises, et on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui a été un peu endommagé dans la relation police-population dans notre pays, et que, au fond, par ailleurs, la police de sécurité quotidienne est un peu le parent pauvre de nos services de sécurité intérieure, que les moyens ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été octroyés, encore une fois, à la protection des institutions ou aux grandes enquêtes criminelles. Et donc la police de proximité, qui était un peu la grande réforme emblématique des années Jospin, avait pour objectif de remédier à cela, de remettre justement la sécurité quotidienne au centre du débat, et encore une fois d'améliorer cette relation police-population. Et sans entrer dans le détail, cette police de proximité, elle s'est beaucoup inspirée des modèles de police communautaire, ou de police de proximité, de community policing plutôt, venus du monde anglo-saxon. On y retrouvait un peu les mêmes préceptes sur la patrouille à pied sur des petits secteurs, sur les politiques partenariales, notamment à travers les contrats locaux de sécurité. Bref, tout un éventail d'outils, d'instruments qui différaient de ce modèle très très traditionnel qui consiste à envoyer des policiers patrouiller en voiture et puis répondre aux appels d'urgence sans se poser plus de questions sur le rôle global des services de police. Alors le terme police de proximité est devenu un peu tabou, parce que c'est associé à un échec, c'est associé à quelque chose qui n'a au fond pas parfaitement fonctionné, ou pas assez bien, en tout cas pas assez bien fonctionné. On a un peu utilisé d'autres termes, on parle plutôt aujourd'hui de police de sécurité du quotidien. Ça a été le chantier qui a été lancé au début de ce quinquennat, fin 2017, début 2018, et qui consistait justement à dire que la police française était beaucoup trop axée sur l'intervention et sur la répression, et pas assez sur la résolution de problèmes et le contact. Puis on a vu que ces 2-3 dernières années, on a un peu tangué, et on est un peu allé vers des modèles plus répressifs. Alors je ne vais pas parler de la crise des Gilets jaunes, parce que c'est quelque chose d'assez particulier, dans le sens où on parle de maintien de l'ordre. Là on parle de manifestation, on n'est pas sur de la gestion quotidienne de l'insécurité, mais ce qui a été reproché, en tout cas aux forces de l'ordre françaises, c'est d'être dans un schéma exclusivement
répressif, plutôt brutal à l'égard des manifestants, ce qui va à l'encontre de cette philosophie de la police de sécurité du quotidien qui, disons-le franchement, a été laissée de côté ces 2 ou 3 dernières années, avec notamment ces derniers temps, ces dernières semaines et ces derniers mois, une insistance très très forte sur le volet répressif de la police, notamment pour ce qui concerne les affaires de stupéfiants. Le volet plus préventif et partenarial de la police de sécurité du quotidien a été quelque peu laissé de côté. Donc l'avenir proche et plus lointain nous dira dans quelle direction ira notre police. Et les événements récents liés aux violences policières, et notamment à l'affaire Michel Zecler, remis sur le devant de la scène ce questionnement sur le rôle de la police, les méthodes de la police, la formation de la police. Et donc il faut bien comprendre que tout ceci s'inscrit dans un débat plus large qui se poursuit depuis des décennies, depuis même un siècle on peut le dire, entre une police qui serait avant tout une police d'intervention, de répression, et puis une police qui est plutôt une police garante d'un ordre, qui garante de la résolution d'un certain nombre de problèmes, et qui se situe dans une perspective plus large de son rôle.